la vente, c'est 90-95% de process et 5% de génie. Quelle est notre obsession? C'est que nous, on pense que les startups sont prêtes à nous quitter quand le cycle de vente est répétable. Sachant que l'industrie a à peu près 10 à 15 ans de retard sur sa digitalisation si tu le compares au retail ou si tu le compares à la banque. Donc immédiatement, le destin de la boîte est modifié, quoi. Ouais, bien sûr. Une petite phrase qu'on aime bien, c'est que une personne qui entreprend pour la deuxième fois a déjà appris avec l'argent de quelqu'un d'autre. On préfère les donner aux opinions. Aller chercher la vélocité, vendre. Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Je suis Julien Le Sueur, directeur associé au sein d'Up2, le spécialiste de la vente et des commerciaux. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leur équipe aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement avec de nouvelles méthodes de vente. Dans chaque épisode, je reçois un spécialiste de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures mécaniques commerciales. Si Vive la Vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et mettre 5 étoiles si vous êtes sur Spotify ou Apple Podcast. Bonne écoute! Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Jean-Philippe Laurinquer, partenaire et Chief Revenue Officer d'OSS Venture. OSS Venture, c'est un incubateur de start-up spécialisé dans l'industrie 4.0. Alors l'industrie, ça représente 20% du PIB mondial, pourtant seulement 0,7% des startups s'y consacrent aujourd'hui. Et OSS Venture a été créé en 2019 justement pour faire évoluer les choses. Alors depuis 5 ans, OSS Ventures a donc participé au succès de plus de 20 startups et ont contribué à employer plus de 550 personnes. Au programme de cet épisode, on va échanger avec Jean-Philippe sur 3 sujets. Comment est-ce qu'on identifie le potentiel commercial d'un produit sur son marché et comment réussir ensuite le lancement de ce produit sur son marché. Comment faire de la vente la pierre angulaire de la croissance des entreprises en 2024. Et enfin, comment scaler son business pour passer de 1 à 10 millions d'euros de CA rapidement. Bonjour Jean-Philippe, comment ça va ? Écoute, très bien. Bonjour Julien. Je suis ravi de te recevoir dans Vive la Vente. Pour commencer, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ton track record ? Comment est-ce que tu es tombé dans la vente ? Écoute, un peu par hasard, même si quelque part j'y suis né puisque mon père était commercial chez IBM, donc il y a quand même pas mal d'années. Belle école de vente. Très belle école de vente, surtout dans les années 70. Mais j'ai commencé ma carrière dans le commissariat aux comptes, donc tu vois vraiment aucun rapport. Donc je suis un peu un mouton à 5 pattes et puis c'était clairement une erreur d'orientation. Ok. C'était pas ma personnalité, je ne m'épanouissais pas. Et donc j'ai assez rapidement commencé à basculer vers la vente en m'appuyant sur une de mes expertises de l'époque qui était la finance. D'accord. Et puis ensuite, j'y suis maintenant depuis une bonne quinzaine d'années. Parcours atypique donc, d'abord en régulation comme commissaire aux comptes, puis véritablement plongé dans la vente entre la Société Générale et qui est une de tes plus longues expériences aussi également chez HP. Ouais, c'est HP ma plus longue expérience. Ouais, j'ai commencé dans une filiale spécialisée dans le financement d'actifs informatiques à la Société Générale. Donc tu vois, okay. je m'appuyais sur la finance. Déjà à l'époque pour faire du commerce. Okay. Et puis ensuite j'ai fait une bascule naturelle vers Hewlett-Packard, dont c'était aussi un des cœurs de métier de financer des actifs informatiques. Ok. Quelles ont été tes premières leçons de vente, si je puis dire, qui t'ont suivi par la suite, les fondamentaux que tu as appris à la SOG ou chez HP? Ouais, alors les quelques fondamentaux, ce qui était génial dans la filiale de la Société Générale, c'est que j'ai pu voir une organisation commerciale extrêmement agressive, okay. Où l'objectif était le closing. J'ai pu voir aussi des pratiques avec lesquelles j'étais plus ou moins aligné, notamment sur la vente de valeur et la valeur créée et réelle générée par le client. Quand tu fais du financement, tu joues avec des mathématiques financières, donc il est très facile de faire un peu ce que tu veux. Ouais. Et du coup, j'ai aussi découvert ce que je voulais pas faire. Et quand je suis rentré chez Hewlett-Packard, j'ai appris à nouveau d'autres choses, mais l'élément le plus fondamental que j'ai pu découvrir au fil de ma carrière, c'est que la créativité vient de la contrainte. Et pour pouvoir être créatif, il faut avoir l'identification exhaustive des contraintes de tes clients. Donc la phase de découverte, contrairement à ce que certains pensent, c'est l'élément le plus important du cycle de vente.
Et une découverte mal faite, c'est potentiellement une négo plantée Clairement. À la fin. Mais hyper intéressant parce que tu parles déjà de valeur créée. Moi, j'aime bien parler aussi de valeur perçue. Ouais. Parce que tu as la valeur créée, mais qui peut être décuplée en fonction du sûr. contexte et de ce que tu as découvert en amont. Et on a tendance à dire qu'on aime bien les commerciaux qui ont 2 oreilles et une bouche, justement, pour écouter 2 fois plus je qu'une connais parole. cet adage, j'aime bien aussi. Tu as 2 oreilles et une bouche et tu les utilises dans ce sens-là et dans cette proportion. Ok, top. Donc, tu as passé 10 ans chez HP, si je dis pas de bêtises. Exactement, 10 ans au début dans le financement, puis à la fin j'étais patron de BU, BU formation. Sur des deals à plusieurs centaines de millions d'euros, sur du financement donc de data center, quels ont été les grands enseignements, les principes que tu as tirés sur des deals aussi importants? Bon, encore une fois, la maîtrise et la connaissance des contraintes de l'ensemble de l'écosystème, qu'il soit interne ou externe, la compte mapping. Donc, la Power Map. La Power Map et être capable de comprendre les incentives, les motivations personnelles de chacun des membres de ton deal. Quand on est sur des méga deals comme ça, c'est absolument critique. Et la Power Map, quand on est 16, elle est aussi bien interne qu'externe. On dit souvent qu'on devient l'avocat du client en interne. C'est d'autant plus vrai qu'on est dans une activité régulée et bancaire, comme je l'étais, où clairement tu peux pas tout faire. Non. Et la créativité a ses limites. Donc voilà, et un dernier point vraiment important, c'est la compréhension du business du client. Ce qu'on appelle en anglais le business acumen, être capable de comprendre les enjeux, les tenants et aboutissants, et comment tu vas pouvoir impacter positivement ou malheureusement négativement la performance du client et la performance individuelle de la personne qui est en face de toi. Ok. Et tu as des tips ou des principes également pour vendre au grand compte? C'est une belle question que tu me poses. Si j'avais la secret sauce, je serais ravi d'écrire un bouquin dessus, mais quand on parle de vente grand compte, on parle très souvent de vente consultative. Et donc il y a toute une phase d'analyse en mode conseil à réaliser, encore une fois de compréhension des enjeux, compréhension des motivations personnelles, des motivations organisationnelles, être capable de faire la différence entre un champion et un preneur de décision. Parfois on se trompe. Alors c'est quoi justement la différence entre un champion et un décisionnaire? ma définition, et je pense c'est partagée par beaucoup de monde, c'est qu'un décisionnaire est capable d'affecter de façon discrétionnaire un budget. C'est-à-dire que la ligne n'est pas nécessairement prévue originalement, mais il peut réaffecter, réallouer ce budget. Un champion est quelqu'un qui a idéalement le pouvoir organisationnel, les galons, mais surtout l'influence pour amener ton deal à maturité. Ouais, je te rejoins, c'est vraiment l'influenceur, celui qui doit être ton partenaire, mais c'est pas forcément celui qui va signer in fine, quoi. Ouais, donc tu sais, on dit souvent follow the money, c'est qui paye. Bien sûr. Et une fois que tu sais qui paye, tu sais quels sont les arguments que tu dois mettre en place, sachant que tu parles pas de la même chose à un utilisateur et à un décisionnaire. Clairement, c'est pas les mêmes leviers, on est bien alignés. Pour continuer d'évoquer tes expériences passées, est-ce que tu pourrais nous dire quelles ont été ou quelle a été ta plus belle vente, celle qui t'a le plus appris? Écoute, c'est probablement un deal, le deal le plus complexe que j'étais amené à signer, qui était un deal avec une boîte de telco italienne, où il fallait refinancer des data centers, sauf que la maison mère de la boîte était à Singapour, donc il a fallu aller chercher du cautionnement à Singapour pour une banque qui était basée en Irlande. Enfin, c'était d'une complexité technique folle. Italie, Irlande, Singapour. Ouais, c'est ça. Donc c'était le bazar. Et surtout, je commitais tous les trimestres. Et tous les trimestres, il y avait un nouvel élément qui fait que ça plantait, que ça décalait. Okay. Et à un moment donné, le deal était devenu un running gag. Quand tu es commercial et que ton deal commence à devenir un running gag et que les gens commencent à rigoler quand ils entendent le nom du deal, c'est pas un bon moment pour toi, parce que tu sais que tu es en train de mettre en jeu ta réputation. Mais ce que ça a démontré en réalité, c'était un manque de maîtrise de ma part
de l'ensemble des problèmes et des enjeux et des contraintes qui étaient liées à une mauvaise découverte. Okay. Comme je n'avais pas identifié l'ensemble des contraintes dès le départ, les besoins explicites, je les connaissais, mais les besoins implicites, je les ai découverts au fur et à mesure. C'était un sac de nœuds, en fait. Et voilà, exactement. Et donc, plus je tirais la pelote, plus je trouvais de nouvelles choses, mais plus ça décalait le deal. Est-ce que ça faisait grossir le deal? Ça faisait malheureusement pas grossir le deal. Le deal était déjà suffisamment gros, il faisait plusieurs centaines de millions d'euros. Okay. Donc ça m'allait très très bien. La taille du deal m'allait parfaitement. Mais clairement, j'avais sous-estimé la complexité, l'ensemble des gens impliqués. Bref, j'avais pas été bon, quoi. Ok, donc surtout, si je comprends bien, encore une fois, sur la phase de découverte finalement. C'est la phase de découverte qui a entraîné un mauvais forecast, une mauvaise gestion du compte, et qui a fait que le compte a duré 9 mois, alors que je pense qu'on aurait pu diviser par 2. Si j'avais bien fait mon travail, j'aurais pu diviser par 2 le cycle de vente. Ok. Tu as également dirigé Gympass en France pendant 2 ans avec des beaux chiffres, parce que à nouveau 50 signatures, un revenu récurrent multiplié par 36 en 18 mois. Ouais. Alors, il va falloir que tu nous expliques la recette miracle. Alors ça c'est donc Gympass, c'était en France, c'était une filiale d'un groupe brésilien. C'était d'ailleurs probablement une des rares filiales d'un groupe brésilien. Ouais. Gympass te permet de faire du sport en entreprise en créant un méta-réseau de salles de sport. Donc en gros, tu prends les cercles de la forme, tu prends toutes les salles un peu connues, et tu as une carte qui te permet d'aller dans les réseaux que tu veux avec une seule carte. Un peu comme Gymlib aujourd'hui. C'est exactement, c'était le concurrent de Gymlib. Et la boîte aujourd'hui est une licorne, donc au niveau mondial. Et quand je suis arrivé, le revenu était relativement faible. Ouais. Donc faire un 36, c'était quelque part plus facile. On a fini en gros à 100K de MRR, donc MRR, Monthly Recurring Revenue. Et donc je remplaçais un fondeur qui venait du Brésil, qui connaissait pas le marché français. Donc du coup, il a fallu tout mettre en place. Et en arrivant, j'ai pu identifier qu'il y avait eu quelques erreurs de recrutement en termes d'adéquation entre les profils de commerciaux et les cibles qu'on visait. Et donc, malheureusement, j'ai vécu la pire journée de manager de ma vie, c'est-à-dire que au bout de 3-4 semaines, en 2 heures, je me suis séparé de la moitié de l'équipe. Donc très désagréable, mais extrêmement formateur, parce que déjà, tu te dis, le problème des startups, c'est que t'as pas le temps, parce que chaque jour qui passe, c'est du cash qui brûle. C'est du retard. Donc c'est déjà trop tard. Donc il faut prendre des décisions, il faut être capable de prendre des décisions radicales. Ce que j'ai fait, j'ai pas été assez loin. Ça, je m'en suis rendu compte après, ça fait partie des lessons learned. Et ce qui était intéressant, c'est que les équipes avec lesquelles on est resté, plus les gens qu'on a recrutés derrière, étaient très dédiés sur la mission qui était de faire bouger les gens et de lutter contre la sédentarité, et très impliqués. Et du coup, on a pu, grâce à eux, grâce à leur énergie, passer en gros, on était à, je crois, 1000 euros de revenus mensuels à 100K en 18 mois. Donc c'était plutôt pas mal, Ok, top, bravo. Quand tu as eu cette expérience-là en tant que dirigeant, c'est quoi les stratégies commerciales que tu as retirées de cette expérience pour conquérir un nouveau marché? Écoute, c'est la pire erreur à faire, c'est d'appliquer les recettes que tu as déjà utilisées. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je rentre dans une nouvelle société, j'essaye de me débiaiser et de ne pas refaire automatiquement la même chose. Ce que j'ai déjà fait. C'est encore plus vrai dans le poste où je suis, où on crée 4 boîtes par an, donc sur des marchés qui sont extrêmement différents, des business models qui sont complètement différents, des cibles qui sont différentes. Donc ça a bien musclé ce réflexe-là. Mais donc la première chose, c'est tu refais pas bêtement ce que tu as déjà fait. Donc tu fais un audit de la situation,
tes ressources, les people, les outils, tu regardes à qui tu dois parler, ce que tu génères comme valeur, tu retravailles le discours de valeur et puis après tu commences à appliquer quelques recettes que tu as pu voir, notamment sur la gestion des hommes. Ok. Revenons justement, plongeons-nous dans OSS Venture. Ouais. Aujourd'hui, comment est-ce que tu résumerais votre proposition de valeur ? Écoute, la proposition de valeur d'OSS Venture, c'est de créer ou d'investir dans des sociétés qui font du software à destination des opérations, principalement dans l'industrie. Sachant que l'industrie a à peu près 10 à 15 ans de retard sur sa digitalisation si tu le compares au retail ou si tu le compares à la banque. Clairement. Tout simplement parce que le retail s'est pris le e-commerce, donc ils ont dû se transformer. La banque s'est pris les banques en ligne, donc ils ont dû se transformer. Très souvent, les industriels font du B2B, sont un peu cachés et donc ont moins le besoin de se transformer. Donc il y a encore beaucoup de papier, beaucoup d'Excel un peu partout dans les usines. Et quand on parle de digitalisation des usines, parfois ça se résume à mettre un CRM. Alors bon, c'est déjà pas mal, mais tu comprendras que aujourd'hui on peut faire beaucoup plus. Donc et notre ambition, c'est d'amener ces projets à 10 millions d'ARR pour ensuite éventuellement céder ses participations à des fonds de private equity qui peuvent ensuite les amener vers un autre destiné. 100 millions. Exactement, au-dessus de ce qu'on a l'habitude de faire. Et très clair. C'est quoi vos enjeux 2024 dans ce contexte un peu tendu Écoute, nous on a la chance que tout va bien. Parce que le Covid est passé par là, les gens ont compris que quand on n'est plus capable de fabriquer des masques en France, le besoin de réindustrialisation est important. Très clair. On bénéficie aussi de l'environnement difficile pour les startups depuis 2022 et la chute des financements, la hausse des taux qui a entraîné une chute des financements. Donc je ne vais pas dire que l'industrie is the new sexy parce que ça serait un peu abusé, mais clairement ça marche très très bien. Donc typiquement une société dans laquelle on va investir demain va pouvoir bénéficier d'un réseau commercial que j'ai constitué, d'une centaine de partenaires à qui je peux passer un coup de fil et qui vont générer une vingtaine de leads qualifiés au niveau direction générale du jour au lendemain. Donc immédiatement le destin de la boîte est modifié, quoi. Ouais, bien sûr. Hyper intéressant. Dans un contexte qui est celui du moment en 2024 qui est un peu tendu, avec le tissu industriel français qui est quand même très porté par l'industrie, comment est-ce qu'on fait finalement de la vente la pierre angulaire de la croissance des entreprises en 2024 ? Alors, quand on a commencé à découvrir l'écosystème startup pour l'industrie en France il y a 3-4 ans, on s'est rendu compte que souvent il s'agissait d'ingénieurs qui avaient une capacité à créer des produits hallucinants. Moi j'adore les ingénieurs, je suis amoureux des ingénieurs. Ce sont des geeks qui sont très bons techniquement. Très très bons techniquement et qui avaient deux lacunes pour qui il manquait la notion de produit, de connaissance du monde produit. Au sens américain du terme et également donc un produit c'est pas une accumulation de fonctionnalités, ça a une finalité et cette finalité elle est business et souvent donc ils avaient ce problème de manque de vision sur la finalité business et ensuite il manquait aussi pour certains d'entre eux de réflexes commerciaux. Donc les équipes techniques étaient brillantissimes. Il faisait des fonctionnalités absolument géniales, mais la structuration de la proposition de valeur et la capacité à la vendre étaient faibles. Ouais, c'est ça. Ça répondait pas toujours à un besoin marché et en tout cas en termes de gestes de vente, c'était un peu à côté. Ou en tout cas, la façon dont la proposition de valeur était structurée ne permettait pas aux décisionnaires de se dire ça c'est quelque chose qui va me changer la vie. Souvent les laisser se cantonner à des utilisateurs qui voyaient éventuellement le gain de temps dans la fonctionnalité, mais n'entraînaient pas une décision de vente par un decision maker, par un décisionnaire qui lui a pour ambition d'augmenter son chiffre d'affaires, de réduire ses coûts ou de respecter de la compliance réglementaire. Ouais, très clair. Tu peux nous donner quelques exemples de jeunes pousses là, que vous avez contribué à créer ? Ouais, alors ça peut...
J'espère que je vais pas être trop rébarbatif parce que c'est assez pointu. Il y en a une que j'aime beaucoup qui s'appelle Juno, qui permet de digitaliser ce qu'on appelle le dossier de l'eau. Alors le dossier de l'eau, qu'est-ce que c'est? Quand tu fais de la pharmacie ou de l'agroalimentaire, en réalité, tu contribues à déforester la France. Pourquoi? Parce que tu as énormément d'enjeux réglementaires liés à la traçabilité. Et donc derrière un lot de yaourt, derrière un lot de Doliprane, tu te retrouves avec des kilos et des kilos de papier qui permettent de mettre le petit tampon, la petite signature, etc. Juno, il dématérialise tout ça, donc il permet de donner les instructions au poste, aux opérateurs en fonction des étapes auxquelles ils sont. Et à chaque fois qu'il y a une action qui est faite, il y a la traçabilité numérique qui est assurée. Ce qui fait que comme il n'y a plus ces problématiques de papier, de traçabilité papier, la vélocité avec laquelle tu vas pouvoir sortir ta production est accélérée. Donc si imagine que tu es dans une structure qui est sous-capacitaire, donc tu peux vendre plus que ce que tu produis, eh bien mécaniquement, tu augmentes tes capacités de production juste avec ça. Et donc ton chiffre d'affaires. Hyper intéressant. Mais tu vois, c'est intéressant aussi. Ce qui est intéressant, c'est d'aller chercher l'output final qui est quel est l'impact pour le client. Et l'impact pour le client, c'est certes, c'est la compliance réglementaire, mais c'est aussi le business. Et la productivité derrière. Et la productivité, et comment tu diminues tes coûts, comment tu augmentes ton chiffre d'affaires. Et c'est ça qui est important pour ces sociétés, c'est d'être capable de faire le lien entre ce qu'ils sont en train de faire et les impacts business. Ok. Vous recevez, je crois, près d'1 millier de candidatures par an de potentiels co-founders. Vous en retenez une petite vingtaine. Qu'est-ce qu'un bon profil d'entrepreneur pour toi et quels sont les critères d'éligibilité ? Écoute, le premier critère, quand on monte une start-up, on va recruter généralement un tech et généralement une personne en charge de revenus. Ce qu'on attend de la personne en charge de revenus, puisque c'est plutôt ce qui va nous intéresser, c'est que ce soit déjà un expert de la vente. Quelqu'un qui a déjà fait de la vente complexe, puisqu'on fait beaucoup de logiciels. Donc, encore une fois, si tu pars des coûts de fabrication d'un logiciel, ils sont amortis assez rapidement. Et donc, il faut que tu te bases sur la valeur générée plus que sur le coût de fabrication du logiciel. Ensuite, on va aussi s'attacher à regarder si la personne a déjà entrepris. Une petite phrase qu'on aime bien, c'est que une personne qui entreprend pour la deuxième fois a déjà appris avec l'argent de quelqu'un d'autre. Et parce que quand on entreprend la première fois, on fait plein de bêtises qu'on fait pas la deuxième. Parce qu'on s'est brûlé la première et normalement on a appris. Donc on adore les gens qui ont déjà fait un premier... soit un petit succès, s'ils ont fait un très gros succès, ils n'ont pas besoin de nous en général. Et puis ils ont trop d'argent pour s'embêter avec ça, mais un petit succès ou même un échec, mais ils ont énormément appris de pourquoi ils se sont plantés. Et donc ça, c'est des profils qu'on aime énormément. Et du coup, je parlais d'échec, il y a un critère qui pour nous est absolument critique, c'est la coachabilité, l'adaptabilité et puis le grit, la capacité à s'accrocher, parce que monter une start-up, c'est un grand 8 émotionnel. Tu as quelques hauts, tu as énormément de bas. C'est ça. Et si tu n'as pas cette capacité à t'accrocher, cette résilience, cette combativité, tu le retrouves souvent dans des profils qu'on fait soit du sport de haut niveau, soit de la musique. De la musique ? La musique, ouais. La musique à haut niveau. Oui, parce que tu vois, la musique, t'es musicien ou pas ? Du tout. Bon, la musique, c'est extrêmement agréable. C'est-à-dire qu'avant de jouer ton premier morceau, tu dois faire tes gammes. C'est des gammes, c'est pas rigolo, les gammes. J'en ai fait beaucoup, je peux en parler. Et donc, le fait que tu te sois quand même un peu accroché, alors que tu étais enfant, que tes copains, tes copains ils jouaient au square pendant que toi, tu faisais tes gammes de piano ou de guitare ou de je sais pas quoi, c'est parfois révélateur, pas toujours, mais c'est parfois révélateur de ce genre de mentalité. Ok. Et comment est-ce que tu identifies le potentiel commercial d'un produit sur son marché ? Écoute, alors déjà, il y a qu'un seul résultat qui compte, c'est ça se vend pas. Après, si ça se vend pas, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de potentiel commercial. Encore une fois, je vais revenir à quelque chose qui pour moi est absolument critique, c'est l'impact.
C'est est-ce que l'impact généré par l'outil fait de cet outil un jouet ou un élément critique de la future performance de l'entreprise. Ok. Donc on essaye par des outils de ROI, par de l'analyse, d'essayer de comprendre à quel point on va impacter le client. Ok. Et il nous arrive parfois de nous tromper. On a monté une boîte il y a quelques temps où on avait monté un outil d'aide à la vente, enfin de support des équipes d'administration des ventes. Ouais. Et on leur faisait gagner un temps de dingue. Okay. Sauf que ces équipes d'administration des ventes, il n'y en avait pas énormément par usine, que ce sont des gens qui sont relativement mal payés. Et au final, les décisionnaires prenaient notre outil comme un outil de productivité qui permettait d'économiser peut-être une ou deux personnes. Ouais. Donc ils achetaient le temps économisé, sauf que c'est du temps de personnes qui ne sont pas beaucoup payées. Donc quand on leur a dit bah ouais mais c'est une solution enterprise et c'est quelques milliers d'euros par mois, ils nous ont dit bah non, vous me faites économiser un SMIC ou 2 SMIC, donc je ne vais pas payer quelques milliers d'euros par mois. Et donc on s'est complètement planté en montant ce qui a été perçu comme un jeu. Tu parlais de valeur perçue versus valeur créée. Alors que les utilisateurs, eux, nous plébiscitaient. Bah oui, forcément, ça leur fait gagner du temps, de la productivité. Ok, intéressant. Puis tu as commencé à parler de valeur perçue, de nice to have. Comment on fait la différence justement entre un must have et un nice to have? J'en connais qu'une, c'est le ROI. On essaye de faire en sorte que la valeur créée soit équivalente à 10 fois le prix facturé. Okay, pourquoi ? Parce que quand tu arrives à trouver un ROI à x10, même si tu négocies le ROI, tu finis peut-être à x5 ou à x4, mais à x4, tu te poses pas la question est-ce que ça vaut le coup d'investir ou pas ? Donc on essaye de partir sur ce x10 et donc on essaye vraiment de faire non pas de l'optimisation ou de l'incrémental, mais du disruptif. Okay. Et ensuite on confronte ça, donc ça nous donne un impact. Tu divises par 10, tu as potentiellement le prix que tu vas pouvoir facturer. Et face à ça, tu regardes ton coût d'acquisition client. C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose que tu peux faire en product-led, c'est-à-dire tu mets sur Internet et les gens achètent avec c'est du coût marketing et les gens achètent avec leur carte de crédit, ou est-ce qu'il faut faire de la vente complexe sur des cycles de 6, 12 mois, etc. Et si ton coût d'acquisition client ne couvre pas 3 fois ton prix, enfin ton prix ne couvre pas 3 fois ton coût d'acquisition client, bah t'es juste sur un mauvais business, quoi. Ouais, clairement. Donc toi, tu accompagnes les entrepreneurs du tout début jusqu'à une certaine taille de boîte. Comment est-ce qu'on fait son premier million quand on part de zéro ? Écoute, on a essayé plein de choses. On s'est planté plein de fois. Il y a quelques grands principes aujourd'hui qu'on s'applique. Et parmi ces grands principes, il y a le premier qui est, on parle souvent d'ICP. Nous, on va chercher le micro-segment. Okay. C'est-à-dire qu'on va, une fois qu'on a identifié un impact pour un tel ou tel type de business, pour une verticale industrielle, on va vraiment affiner le client idéal en fonction de typologie, de type. Est-ce que la boîte est en croissance, pas en croissance? Est-ce qu'elle a déjà acheté des softwares? Est-ce qu'elle n'a pas acheté de software? Etc., etc. Donc on va mettre du scoring sur ces ICP. On va disqualifier énormément. Donc il y a plein de conversations où on explique que on n'est pas pour eux, en tout cas pas pour le moment. Et on se concentre que sur les deals qui sont très très proches du client idéal. Et ça nous permet de gagner énormément de temps et de vélocité. Parce que comme on est face au client idéal, la vélocité du deal est très rapide. Comme on est contraint par des ressources qui sont limitées, puisque dans le premier temps, les fondateurs sont tout seuls avec nous. Donc on n'est pas non plus une équipe de 80 personnes. Et ça va nous permettre déjà de commencer à travailler sur le process de vente, mettre de la donnée, mettre de la data autour des taux de conversion, etc., etc. Et puis après, on va affiner. On va aller voir le segment d'à côté. Et à chaque fois on raffine. Et on arrive comme ça à démontrer une certaine répétabilité, qui est notre obsession. C'est que nous, on pense que les startups sont prêtes à nous quitter quand le cycle de vente est répétable. D'accord, ok.
Top. On a aussi de plus en plus d'auditeurs qui nous écrivent et qui ont déjà fait ce premier million de chiffre d'affaires, mais qui ont du mal à passer la seconde. C'est quoi tes conseils pour passer de 1 à 10 millions de CA en quelques années, quoi? Alors, ça serait très prétentieux de donner des conseils, parce que déjà, je ne l'ai jamais fait. Donc, le 10 millions de CA sur un business, je ne suis pas la meilleure personne pour en parler. Les quelques conseils que j'ai, c'est concentrez-vous sur la data. Quand vous commencez à avoir des sales, l'objectif quand même c'est de pouvoir piloter et d'avoir une visibilité sur ce qui se passe, parce que quand tu as de la data, tu peux commencer à identifier où sont les problèmes. Si t'as des problèmes, si ton sales a un problème de conversion entre le rendez-vous 1, le rendez-vous 2 ou le rendez-vous 3, où il ne s'est pas négocié, etc. Tu peux commencer à savoir si est-ce qu'il chasse pas assez, est-ce que sa découverte est mauvaise, est-ce qu'il fait rentrer les mauvais clients dans son pipe. Donc partir sur de la data, disqualifier au maximum et se concentrer sur les clients idéaux et ne pas perdre de temps avec les autres. Jusqu'à la série A, ne pas recruter de directeur commercial. Okay. Le directeur commercial doit être le cofondateur. Okay. Ouais. Après la série A, une fois que tu as démontré la répétabilité, il faut industrialiser en fait. Et que tu as démontré que cette répétabilité était aussi, tu pouvais aussi le passer à l'échelle sur des gens qui n'étaient pas les fondateurs. Donc, tu as mis en place ton process d'onboarding, tu as mis en place ton process de formation, et donc tu peux démontrer que quelqu'un d'autre que le cofondateur est capable de vendre. À ce moment-là, tu peux commencer à recruter un directeur commercial. Voilà, c'est quelques grands principes comme ça. J'en parle parce qu'on a fait les conneries, on les a faites avant. Okay. Donc, encore une fois, quand tu prends une loi normale, il y a toujours des extrêmes et il y a des gens qui arriveront très bien sans écouter ça. Mais dans la masse, c'est plus facile d'appliquer ça que de ne pas le faire. Dès que le business est moins attitude personnalisée et qu'on commence à avoir des vraies caractéristiques produits qui sont qui marchent, enfin que le produit, il y a une vraie culture market fit, quoi. Et quand on parle de product market fit, c'est vrai aussi que quand tu démarres ton business, ton produit il est pas fini, quoi. Et il sera peut-être fini dans 5 ans si tout va bien. En tout cas, le nombre de fonctionnalités reste limité. Et donc, si tu vas te confronter sur des segments où tu as des produits qui sont beaucoup plus anciens que toi, avec un niveau fonctionnel beaucoup plus élevé que toi, tu n'as quasiment aucune chance de gagner. Donc, reste dans ta niche. Le temps focus des sales sur cette niche pour laisser aux équipes techniques le temps de développer les fonctionnalités qui te permettront d'attaquer la niche d'à côté dans 6 mois. Hyper intéressant. Quelle est la culture sales que tu essayes d'instiguer dans les entreprises que tu accompagnes? Plusieurs éléments. Le premier, c'est la culture de l'itération et du test. On préfère les données aux opinions. Okay. Quelqu'un qui me dit je crois que ça m'intéresse moins que quelqu'un qui me dit j'ai tel et tel point de données. Il y a une citation de Bezos qu'on aime beaucoup. Alors, non pas forcément pour ce qu'il fait parce que voilà, mais en tout cas sur son parcours entrepreneurial il est assez impressionnant. Et il dit pour prendre une décision soit on a des données et on prendra les données, soit on a une opinion et on prendra mon opinion. Et j'aime beaucoup ça. Donc le test, l'itération pour générer de la donnée, pour être capable de prendre des décisions. Ensuite, chercher l'impact. Bon, je ne vais pas m'étendre dessus, on en a suffisamment parlé. Aller chercher la vélocité. Vendre. On vend énormément sur Figma. Donc Figma, pour ceux qui ne connaissent pas, ça te permet de simuler l'existence d'une application qui n'a pas encore été codée. Donc en gros, tu vois à quoi ressemblera l'application. Tu peux cliquer dessus, mais il n'y a pas de moteur qui génère quoi que ce soit. Et donc si tu es capable de vendre des Figma, des maquettes, tu seras ensuite capable de vendre l'application. Mais d'abord, on vend les maquettes. Une fois qu'on a plusieurs personnes qui ont acheté les maquettes, on va coder l'application. Ok. Et surtout, considérer qu'on doit être en processus d'amélioration continue, d'apprentissage permanent et de se concentrer, de se benchmarker avec les meilleurs. Et les meilleurs, ils sont pas forcément en France. Donc il faut rester ouvert, écouter, rencontrer. Regarder ce qui se fait sur le marché, tout à fait. Etc.
Ok. Tu nous parlais tout à l'heure de Gympass, mais je crois qu'il y a une autre entreprise dans laquelle tu as dû te séparer de près de la moitié des équipes sales dans une autre startup dont tu avais repris le contrôle commercial. Ouais. Lorsqu'on démarre un business, justement, il faut des gens qui sont déjà très forts, parce que ça prend du temps d'évangéliser un marché, de les former, et puis au regard du cash aussi disponible dans la startup. En oubliant les résultats individuels, comment est-ce que tu identifies les gens qui sont bons commercialement Écoute, je leur fais passer des tests. Tu vois, je leur fais un cas pratique de vente complexe. Okay. Et je vois comment ils s'en sortent. Donc j'ai ma grille de lecture. Je regarde par rapport à cette grille de lecture comment ils s'en sortent. Dans leur capacité à écouter, dans leur capacité à rebondir, dans leur capacité à creuser. Et c'est extrêmement révélateur. Et malheureusement, aujourd'hui, ce cas pratique, la note moyenne est très très faible. Donc je suis un peu désespéré pour trouver des bons candidats ou des fondateurs, parce que le niveau en France est sur la vente complexe et pas assez fort, alors qu'il existe une littérature anglo-saxonne notamment sur le sujet qui est absolument démentielle, des podcasts hallucinants, mais les gens ne se forment pas assez en tout cas. Ok, comment on fait pour renverser la table alors, Jean-Philippe? Bonne question. Écoute, les écoles de commerce sont plus des écoles de commerce, sont des écoles de management. Ah bon? Il paraît, je sais pas, on peut avoir le débat. Maintenant, on est obligé de recruter non pas, quand tu vas chercher des juniors, non pas des gens formés à la vente, mais tu vas chercher des profils. Tu vas chercher des personnalités. Des tempéraments. Et puis c'est à toi de les former. Alors, c'est toujours super agréable, mais bon, tu passes un peu de temps. C'est de l'investissement. C'est un investissement, ouais. Ok. Et pour créer justement une équipe performante, c'est quoi tes meilleures pratiques de recrutement? Tu regardes quoi en premier lorsque tu reçois un candidat? Écoute, donc évidemment déjà le CV, tu vois, on parlait de sport de haut niveau, on parlait de musique, c'est des petites choses qui retiennent toujours mon attention. Il paraît qu'on recrute toujours à son image, donc il faut faire attention aussi à se débiaiser. Moi, ce que je vais regarder comme qualité pour un sales, c'est la détermination. On parlait du grid tout à l'heure, c'est l'organisation, la vente, c'est 90-95% de process et 5% de génie. Quelqu'un qui n'a pas les 5% de génie, il s'en sortira très très bien s'il a les 95% de process. Et puis la capacité, la passion pour le métier, parce que c'est un métier qui est très dur. C'est un métier où il faut beaucoup travailler, où parfois les résultats arrivent très très tard. Et s'il n'y a pas la passion, surtout, faut pas s'infliger ça, quoi. Ouais, c'est clair. Ok. Quel conseil tu donnerais à la grande majorité des patrons qui commencent leur transformation commerciale? Par quoi faut commencer pour performer aujourd'hui quand on veut se transformer commercialement parlant? Toi qui disruptes le secteur de l'industrie. Les situations sont extrêmement diverses. Chaque entreprise a sa propre culture, ses propres objectifs, ses propres cibles. Donc, je vais plutôt essayer de t'indiquer comment je m'y prendrais pour essayer d'analyser, d'auditer les éventuels problèmes. Et le premier poste que j'analyserai, c'est quel commercial et quel leader commercial sont les entrepreneurs. Déjà, si commercialement le fondateur n'est pas au niveau, c'est lui qui doit grandir. Parce que le management par l'exemple est quelque chose auquel je crois terriblement. Et parce que, de plus, c'est compliqué de recruter des experts quand on n'est pas, quand on ne sait pas qu'on ne sait pas, ou qu'on n'a pas un minimum d'expertise soi-même. Bien sûr. Ensuite, s'ils peuvent progresser, formidable. S'ils peuvent pas progresser, ça va être la vie de la société risque d'être un peu compliquée. Ensuite, comprendre ce qui fonctionne bien de manière plutôt soit conjoncturelle, soit structurelle, en distinguant bien les deux. Par exemple, est-ce qu'il y a un problème fondamental de culture? De culture commerciale, d'équipe, d'animation d'équipe, ou est-ce que y a un mauvais trimestre qui arrive alors que les 3 derniers étaient absolument exceptionnels?
Donc là, c'est du conjoncturel. Est-ce qu'on a un turnover dans certaines équipes et pas dans d'autres qui pourrait te poser la question, est-ce qu'il y a des managers commerciaux qui sont suffisamment formés pour accompagner les équipes? On sait tous que le grand jeu, c'est de nommer le meilleur commercial responsable commercial. Or, c'est pas parce que tu es le meilleur commercial que tu es le meilleur manager. Donc tu vois, c'est des petits indices comme ça. Ensuite, je me penche sur les chiffres. Okay. Donc, alors c'est quoi justement les chiffres qui sont les plus importants et qui te font dire que ça tourne bien en termes de mécanique commerciale? En réalité, déjà, le premier indice, c'est est-ce que ces chiffres existent? Ouais. Tu as déjà vu comme moi des organisations commerciales qui avaient un CRM qui n'était pas à jour, avec des cycles de vente qui n'étaient pas respectés, où tu passais, où tu avais des transactions qui passaient de découverte à signer du jour au lendemain. Donc déjà, est-ce qu'il y a cette discipline et est-ce qu'il y a cette culture du chiffre? Et j'ai pu constater que souvent, quand il y avait cette culture du chiffre, l'organisation commerciale fonctionnait plutôt pas mal. Donc, la première chose, c'est de mettre en place cette culture du chiffre. Alors, il faut faire attention. Je ne souhaite pas. Je suis contre ce qu'on appelle les managers Golden Retriever. Je la connaissais pas celle-là. Tu sais pas ce que c'est? Tu vois ce que c'est un Golden Retriever? Oui, ça oui. C'est un chien de chasse qui va chercher la proie et qui ramène la proie. Donc un manager Golden Retriever, il va chercher le chiffre, il ramène le chiffre. Il va chercher le chiffre, il ramène le chiffre. Il a aucune autre valeur ajoutée. Et il y en a beaucoup dans les grands groupes, dont le principal métier c'est de faire du reporting. Donc c'est aller trouver ces chiffres, c'est quelque chose d'intéressant. Savoir quoi en faire et en tirer les conséquences et mettre le plan d'action en place, c'est encore autre chose. Et puis, dans le cadre des startups, il y a un point aussi important parce que c'est ça qui va définir ton plan d'action et le temps que tu as pour mettre en place ce plan d'action. C'est combien de temps avant l'iceberg. Si tu as 2 ans de runway ou si tu as 2 mois de runway, tu peux pas forcément faire la même chose. Donc, tu vois, c'est quelques éléments de piste sur lesquels je partirais. Hyper intéressant. Tout à l'heure, tu as parlé de la tech, de la techno chez vous. Comment est-ce que tu définirais l'importance de la technologie chez OSS Venture? Quels sont les outils indispensables pour les commerciaux selon toi? Alors, le CRM, évidemment. Le CRM est trop souvent perçu par certains, peut-être mauvais commerciaux, ou en tout cas à qui on n'a pas expliqué comme une contrainte. Alors que ce qu'ils allaient en tirer, en fait. Voilà, la valeur personnelle qu'ils ont à en tirer en termes d'organisation et en termes d'efficience. On est très calé, très poussé sur tout ce qui est outils d'automatisation, d'outbound, d'inbound, de blended, etc. Maintenant, il y a une chose auquel on croit avant tout, c'est que tout ça, cette technique ne sert absolument à rien si tu n'as pas le bon message. Si tu n'as pas la bonne valeur vendue ou perçue, et il y a un outil qu'on sous-estime trop, qui est tout simplement le téléphone. Qui est un très bon outil, je le confirme. Ok. Quelques dernières questions de fin, Jean-Philippe. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait déjà donné? Sur la partie recrutement, c'est un classique. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Le doute, il vient souvent d'une multitude d'expériences passées que tu n'es pas capable d'expliciter, mais t'as un feeling. Les expériences sont là. Et une autre partie, c'est et je ne l'ai pas toujours respecté, mais à chaque fois, le conseil s'est avéré bon. C'est le meilleur moment pour séparer de quelqu'un, c'est la première fois où tu y penses. Pas mal. Et ça s'est toujours avéré vrai. Ok. Qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui au commercial que tu étais quand tu as commencé dans la vente il y a une vingtaine d'années? Tais-toi et écoute. Ouais, ce qu'on disait en fait au début. Je crois que c'est le même conseil que nous avait donné Hugo Travaillé de chez OneFlow qu'on a reçu, qu'on a reçu dans la saison précédente. Et est-ce que tu as des livres, des outils, je sais pas, des contenus qui t'ont inspiré récemment sur la vente, le management, l'entrepreneuriat et que tu souhaiterais recommander à nos auditeurs? Ouais, moi, il y a un podcast que je recommande, un podcast américain qui a été créé par John McMahon. Donc John McMahon,
C'est une personne qui a été 5 fois CRO et dont 3 fois il a amené les sociétés en IPO. Ok. Donc une fois ça peut être un coup de chance, 3 fois ça commence à faire beaucoup de chance. Donc c'est une méthode. Ça s'appelle Revenue Builders et il reçoit tous les grands CRO de la Silicon Valley sur des sujets extrêmement précis, extrêmement pointus, comment recruter, comment animer son équipe, comment faire une découverte, il reçoit que des Top Guns. Okay. Et il a lancé ça en 2022 et à chaque fois que j'écoute, j'apprends des choses. CRO Blinders. Ça s'appelle Revenue Builders. Ah, Revenue Builders. Ok, top. Oui. Et on le mettra dans la description pour nos auditeurs. Super. Écoute, Jean-Philippe, ce podcast touche à sa fin. Merci beaucoup pour ton temps, tes bons conseils sur comment craquer un marché, comment on scale également son entreprise, sa startup. Et puis j'ai envie de te dire à très bientôt et vive la vente. Merci Julien, vive la vente. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Pour pas rater notre prochain invité, je vous invite à vous abonner et à mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify. Et vous pouvez aussi nous suivre sur LinkedIn. Je réponds à tous les commentaires et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode et vive la vente!